Alec Karakatsanis est avocat spécialisé dans les droits civiques et auteur de plusieurs livres, dont Unusual Cruelty. Son ouvrage le plus récent s'intitule Copaganda. Il est aussi le fondateur et directeur exécutif de Civil Rights Corps. Bienvenue dans l'émission. Et Nathan Robinson est également avec nous. Nathan Robinson est le rédacteur en chef et fondateur de Current Affairs. Bienvenue Alec et bienvenue Nathan. Bonjour. Merci beaucoup de vous joindre, Dave. Bonjour. C'est super chouette de se voir tous les deux. Oui, vous aussi, je voulais vous recevoir et je me suis dit que ce serait vraiment intéressant de vous avoir tous les deux pour en discuter. Mais je voudrais commencer par regarder un extrait qui est devenu viral ces derniers jours. On y voit la députée Alexandria Ocasio-Cortez sur l'émission This Week d'ABC, interrogée sur le financement de la police, Francis Scott Key, et ce qu'elle a appelé le Woke 1.0. Ce qui n'est pas possible de remporter le Sénat. Donc, je me suis centré sur ces élections législatives. Que pensez-vous de cette élection législative? Je suis que l'ennemi est Earth. Et là encore, on interroge AOC au sujet de Francesca Hong. Ni elle ni Bernie Sanders ne l'ont soutenue. Elle se présentait au poste de gouverneur du Wisconsin et elle a perdu de très peu. D'accord, c'est possible de remporter le Sénat. Donc, je me suis concentré sur... Pensez à ces déclarations controversées. Je suis sûr que vous avez vu. Je veux dire, il y a eu, vous savez, la polémique de Thanksgiving. Elle dit qu'elle ne le croit plus, vous savez. Mais abolir les prisons, abolir la police, ce sont aussi des positions défendues par beaucoup de candidats progressistes qui ont été élus. Comment vous contournez ça? Oui, ce ne sont pas des positions qui sont soutenues par... C'est vrai. Je pense que beaucoup de ces élections, même aujourd'hui, ont tendance à être nationalisées. Mais au bout du compte, ce sont des élections locales, et toute politique est locale. D'après ce que j'ai compris, Francesca Hong a clairement exposé ses positions actuelles à ses électeurs. Oui, elle a pris ses distances avec ses positions. Oui, elle s'en est éloignée. Et j'ai un conseiller municipal dans ma ville qui dit toujours « le wokisme, c'était autrefois de la folie ». Oui. Safe. Et je pense qui importe, c'est que nous devons évaluer ce qui... Je veux dire, est-ce que le mouvement est allé trop loin sur certaines de ses positions? Vous avez brièvement soutenu l'idée de supprimer le financement de la police. Eh bien, vous savez, je pense que pendant cette période, et surtout pendant le COVID, la fenêtre d'Overton s'est considérablement ouverte. Nous étions confinés. Nous avons connu certains des taux de chômage les plus élevés que nous ayons vus à cause de ces fermetures. Et je pense que les portes étaient vraiment ouvertes à l'examen de toutes les politiques possibles et imaginables qui pouvaient nous permettre d'arriver à une meilleure situation. Et je pense même que les discussions qui ont eu lieu à ce moment-là ont été assez fructueuses. Je pense que quand on parle de criminalité aujourd'hui, c'est fondamentalement différent de la manière dont nous parlions de criminalité et de la façon de la faire reculer à l'époque, n'est-ce pas? Et je pense que nous partageons tous l'objectif d'avoir un taux de criminalité aussi bas que possible. Je pense que pendant le confinement, évidemment, la rhétorique employée à ce moment-là n'est pas celle que nous utiliserions aujourd'hui. Et je suis reconnaissante que ces candidats aient l'occasion de se présenter à leurs électeurs et d'expliquer ce pourquoi ils font campagne en ce moment. Alors, qu'en pensez-vous, Alec? On va commencer par le débat autour du mot d'ordre « defund ». Et vous savez l'idée qu'on est peut-être allé trop loin. Vous avez écrit dans un post, Alec, presque tout ce que vous entendez dans les médias grand public sur le prétendu manque de popularité des politiques progressistes concernant la police et les prisons
est un mensonge. Réorienter des ressources, des sanctions policières vers les services sociaux est l'une des politiques qui recueille le plus constamment un soutien dans les sondages depuis 40 ans. Alors, parlez-nous de cette réalité et de ce que vous pensez de la réponse d'AOC. Avant toute chose, je pense qu'il est vraiment important de dire d'emblée que dès qu'on essaie d'avoir une vraie discussion sur ces sujets, il est très difficile d'en parler par petites phrases. C'est pour ça que j'ai une newsletter gratuite. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Donc, si vous voulez découvrir ma réflexion de manière plus approfondie et plus rigoureuse, vous pouvez lire ma newsletter Propaganda, où je mets toutes sortes de liens vers des études, des données et des analyses. Et je peux aussi renvoyer vers le formidable travail que font d'autres personnes. Mais je vais essayer d'être très concise, parce qu'il est aussi important de pouvoir transmettre ces idées de façon très claire et très simple, n'est-ce pas? Je regardais par ici, pas parce que je m'ennuyais, mais parce que j'essayais de retrouver l'exemplaire de Propaganda que j'ai. Mais c'est un excellent livre. Ma grand-mère l'a qualifié de plus grand livre jamais écrit par l'un de ses petits-enfants. Wow. C'est la meilleure formule. Mettez-la tout en haut de votre site web. Ça devrait être la photo de bannière de votre compte Twitter. Oui, c'est le seul livre jamais écrit par l'un de ses petits-enfants, mais ce n'est pas indiqué dans le résumé. C'est vrai, c'est vrai. Je dois travailler mon discours. Exactement. Je pense qu'il se passe beaucoup de choses vraiment néfastes, à la fois derrière ce que dit AOC et derrière ce que disent beaucoup de commentateurs grand public. Donc, je crois qu'il est important de commencer par deux faits très clairs. Premièrement, les politiques qui sous-tendent ce qu'on a appelé le mouvement Defund the Police, c'est-à-dire la réduction des financements de la police, visent principalement à transférer des ressources des bureaucraties policières et pénitentiaires, ainsi que des secteurs à but lucratif qui en vivent de manière parasitaire, vers des services sociaux. Par exemple, l'éducation de la petite enfance, les soins de santé, le logement, et ainsi de suite. Ou encore des programmes de quartier contre l'isolement, qui permettent aux gens de se retrouver au sein de leur communauté. Donc, l'art, la musique, le théâtre et d'autres programmes de ce genre. Le mouvement pour le désinvestissement de la police visait à transférer des ressources de ce que nous appelons les systèmes de punition et de répression vers des systèmes de soins et de communauté. Cette politique générale a été sondée par Gallup, qui n'est pas exactement, disons, un institut de sondage de gauche. Gallup la sonde depuis 1989. Nous disposons donc de presque 40 ans de sondage d'opinion sur cette question précise. Et sur ces 40 années, c'est l'une des politiques les plus populaires et les plus constamment sondées de la politique américaine. Elle recueille une super majorité de soutien, de l'ordre de 2 contre 1, 2 tiers contre 1 tiers. Je parle des républicains, des indépendants, des démocrates, des jeunes, des personnes âgées, des riches, des pauvres, de tous les groupes raciaux. D'accord? Il faut donc comprendre que les politiques réclamées par les campagnes appelant à retirer des fonds à la police, c'est-à-dire réorienter certaines ressources de la bureaucratie policière et des bureaucraties carcérales vers des systèmes de prise en charge, sont extrêmement populaires. Donc tout responsable politique qui ne cherche pas à mettre en œuvre ces politiques agit en réalité à l'encontre des intérêts et des intérêts exprimés de l'immense majorité de la population. Et ça, c'est le premier fait. Les préférences, quoi? Et les préférences. Voilà, c'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est que la bureaucratie punitive, c'est-à-dire tout cet ensemble d'industries qui brassent des milliards de dollars, et toutes les personnes qui y travaillent, les syndicats de policiers, les syndicats de gardiens de prison, les prisons privées,
etc., est incroyablement efficace pour cibler les personnes les plus pauvres de notre société et celles qui militent pour le changement social. C'est pour ça que la bureaucratie punitive a ciblé tous les grands mouvements sociaux progressistes de l'histoire américaine moderne. Le mouvement pour le droit de vote des femmes, le mouvement anti-guerre, le mouvement des droits civiques. Au plus fort du mouvement pour les droits civiques, rien qu'à Chicago, il y avait 500 policiers infiltrés chargés de perturber ce mouvement. D'accord? Le mouvement des peuples autochtones, le mouvement LGBTQ, le mouvement moderne contre le génocide, le mouvement écologiste et pour le climat. Tous ont été pris pour cible et écrasés par cette immense bureaucratie. Sans même parler du mouvement pour les droits des immigrés, de ce qu'on voit aujourd'hui avec l'ICE. Alors, quand des responsables du Parti démocrate comme AOC ne parlent pas clairement de ces bureaucraties, de leurs volets répressifs et de surveillance, de ceux qu'elles ciblent et de leur rôle réel pour empêcher les types de changements sociaux qu'elle dit vouloir. Alors, qui selon vous fait obstacle aux droits des personnes handicapées, à une couverture santé universelle, au mouvement des locataires? Qui empêche de s'attaquer à l'ICE? Eh bien, c'est la bureaucratie punitive. C'est son rôle dans une société inégalitaire. Donc mon principal problème avec ce que dit AOC, c'est qu'elle ment, d'une certaine manière, aux gens sur ce qui est populaire. Et elle les détourne du sujet, en se focalisant de façon très superficielle sur un slogan que la plupart des gens n'associent pas vraiment à leurs propres préférences politiques. Elle s'en sert pour écarter d'un revers de main tout un ensemble de politiques, pourtant très populaires, à un moment où l'administration Trump renforce et étend considérablement des institutions comme le DHS et l'ICE, ainsi que leur coopération avec les polices locales. C'est extrêmement dangereux, parce qu'au bout du compte, tout se fait de renforcer et de haïfier le discours de la droite, selon lequel les immigrés sont dangereux, qu'il faut faire appliquer les lois sur l'immigration et bâtir une frontière militarisée, que les pauvres, les sans-abri et les personnes de couleur sont dangereux, qu'il faut les cibler dans la rue et construire davantage de prisons pour eux. Quand vous adhérez aux mythes sous-jacents, selon lesquels la police et les prisons vont nous rendre plus en sécurité, alors que nous avons déjà un système carcéral et policier 5 fois plus vaste que dans les autres pays, et 5 fois supérieur à notre propre moyenne historique, alors que nous enfermons déjà les Noirs à un taux 6 fois plus élevé qu'en Afrique du Sud, au plus fort de l'apartheid. Quand vous adhérez à tout cela, comme le fait AOC, vous affaiblissez en réalité le mouvement progressiste. Ce que j'ajouterais, c'est qu'il faut revenir à 2019, 2020. Ce qui me frustre dans ce qu'elle fait, elle et d'autres qui défendent ce récit autour du wokisme, en jetant en quelque sorte sous le bus ceux qui parlaient de la police et des prisons en 2020, c'est le soulèvement de 2020, n'est-ce pas? Oui, un événement qui, j'imagine, est ici effacé de la mémoire. En réaction au meurtre de George Floyd, il y a eu l'un des plus grands soulèvements de l'histoire américaine. Des gens, dans tout le pays, sont descendus dans la rue, indignés par les 1000 personnes que la police américaine tue chaque année. Ce système n'a pas changé. Comme Alec l'a souligné, tout ce qui indignait les gens à l'époque est toujours là et continue même d'empirer sous l'administration Trump. Et je pense que ce que nous, à gauche, devons faire, c'est dire « Je pense qu'on peut critiquer le slogan « Couper les fonds de la police ». Moi, j'ai une critique à son sujet. Il faut concevoir un slogan qui dise autant ce qu'on va faire à la place que ce qu'on ne va pas faire. Et le problème avec couper les fonds, c'est que ça peut donner aux gens l'idée que tout ce qu'on fait, c'est faire en sorte que personne ne vienne si vous appelez le 17. Donc, on peut le critiquer comme formulation. Mais comme Alec l'a dit,
Ce qu'il faut faire, ce que notre rôle à gauche est de faire, c'est de dire « d'accord ». Parlons des politiques qui sont défendues au fond. Parlons de la critique de fond. Et ça me frustre vraiment, vraiment quand des gens repensent à ce qui a été un moment incroyablement important, où l'on voyait enfin quelques avancées sur la police et les prisons, de vraies discussions sur ces sujets. Et ils disent « Oh non, c'était du wokisme complètement dingue. On ne fait plus ça. Maintenant, on adore les flics. » On est tous d'accord pour dire que la police nous protège. Je veux dire, je pense qu'Alec et moi, on a probablement la même réaction. On s'arrache les cheveux quand on voit ça. Oui. Oui, et j'ai aussi trouvé très révélateur que quand AOC a parlé de defund, elle ait évoqué les confinements, la fenêtre d'Overton, elle a parlé des fermetures, du COVID, mais elle n'a pas mentionné le soulèvement après George Floyd. Je veux dire, comment peut-on ignorer cette partie-là? Elle donne l'impression qu'on était tous enfermés chez nous, que tout était fermé, alors on est devenu un peu fou et on a élargi la fenêtre d'Overton. Et que c'était une bonne chose. Mais pourquoi? Pourquoi pensez-vous qu'elle a de toute évidence volontairement laissé de côté l'aspect George Floyd? Qu'en pensez-vous, Alec ou Nathan? What are your thoughts on that, Alec or Nathan? Je ne sais pas si elle l'a volontairement laissé de côté ou non. C'est assurément une omission flagrante. Et je pense que des gens comme AOC sont tellement enfermés dans la mentalité des commentateurs et des consultants politiques. Il faut comprendre qu'à ce stade, très peu de gens ont accès à quelqu'un comme AOC. D'accord? Et il se trouve que je connais certaines des personnes qui parlent beaucoup aux démocrates. Et ces gens-là sont dans l'ensemble complètement perdus. La classe des consultants n'a absolument aucun sens. Non seulement de l'importance morale, et vous savez, de l'importance stratégique qu'il y a à dire la vérité aux gens et à les traiter comme des adultes. Ce n'est tout simplement pas la manière dont la classe des consultants politiques qui conseillent ces gens aborde la politique. Et donc, je n'ai aucune idée de qui lui dit quoi, mais je connais certaines de ces personnes, et les conseils qu'elles donnent à tous les démocrates en ce moment sont vraiment, vraiment, vraiment terribles. Elle a donc probablement été conseillée de s'en tenir à un cadrage très étroit. La pandémie a rendu tout le monde un peu fou. Et bon, mettons ça sur le compte de, comme je l'ai dit auparavant, je pense que c'est une stratégie perdante, mais je ne peux pas parler à sa place pour expliquer pourquoi elle l'a fait. Mais je dirais ceci, je vais essayer de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour intervenir dans cette discussion à gauche. Parce qu'en ce moment, ne vous y trompez pas, il y a une guerre au sein de ce que j'appellerais la coalition ouvertement antifasciste, entre l'establishment néolibéral et ses représentants. Des gens comme Ezra Klein, vous savez, de grands responsables du Parti démocrate, les Chris Murphy de ce monde, ce jeu de passage. Et un nombre croissant d'éditorialistes, notamment dans Jacobin, sur MSNBC et aujourd'hui dans The American Prospect, commencent en quelque sorte à soutenir la position de l'establishment néolibéral. Selon eux, les socialistes et les gens de gauche n'ont pas besoin de se préoccuper de la répression policière, des prisons et de tout ça. Au sein de cette coalition, il y a une bataille entre ceux qui se soucient de la répression et qui comprennent le rôle pernicieux qu'elle joue dans les mouvements sociaux progressistes et de gauche, et ceux qui veulent simplement faire comme si on pouvait peut-être gagner une élection contre les fascistes, tout en poursuivant à peu près la même voie néolibérale. Et je pense que ces gens nous mènent droit dans le mur. C'est pour ça qu'il est si important pour moi d'essayer, au sein de cette coalition, d'aider à gagner cette bataille et d'aider des gens comme AOC à repenser leur manière de voir ces questions et d'en parler. Parce qu'on le veuille ou non, AOC est aujourd'hui une communicante très importante pour les gens de gauche.